Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre hebdo Passe l'Info. Bonjour, cette semaine dans l'actualité nationale, les manifestations sont à l'honneur, ainsi que les rémunérations patronales. Alors dans l'actualité internationale, nous développerons un sujet sur les angoisses israéliennes, ensuite sur BHL, missionnaire en Libye, et nous finirons avec la Chine qui soutient le Pakistan. Et après quelques brèves, nous terminerons avec un « Le saviez-vous » sur les juifs iraniens. National, des milliers de manifestants français ont occupé la place de la Bastille à Paris le 29 mai 2011. En effet, ils souhaitaient imiter leurs compatriotes espagnols qui se révoltent contre les conséquences de la crise économique. En début de soirée, la police a évacué les protestataires de la place et démonté les tentes en utilisant des jets de gaz lacrymogène. Certains des contestataires réclament un renouvellement démocratique et demandent aux jeunes de s'investir davantage. Ils exigent un État social qui œuvre dans la précarité et le chômage, mais aussi pour les droits au logement. Non à la violence! Non à la violence! Non à la violence! Non à la violence! Gaz lacrymogène. Donc du coup, quelques coups. Mais ce qui se passe, voilà la démocratie française. Regardez, on n'est pas violent. D'autres suivent l'exemple des Espagnols pour dénoncer la corruption sociale illustrée par exemple par l'octroi de parachutes dorés de certains patrons. Nous continuons avec les patrons. Selon certains médias, le président du directoire du groupe automobile français Philippe Varin a presque triplé ses rémunérations en 2010 pour atteindre environ 3 millions d'euros. Les autres membres du directoire, Jean-Marc Gallès, Guillaume Faury et Frédéric Saint-Jouer, ont doublé le montant de leur salaire. Ils ont été gratifiés de 120 000 euros de primes exceptionnelles chacun, alors que les salariés, eux, n'ont touché aucune augmentation. À présent, une contestation d'un autre genre. L'Institut français d'études et de sciences islamiques, IFESI, est depuis quelques mois dans le collimateur de la justice française. Son crime, enseigner l'islam. En France, dans le Val-de-Marne, le 28 mai 2011, a eu lieu une manifestation pacifique des étudiants de l'IFSI pour la réouverture de leur institut à Boissy-Saint-Léger, fermé depuis fin avril. Ils réclamaient leur droit d'étudier et dénonçaient l'atmosphère islamophobe du gouvernement. La mairie a fait appel à un dispositif d'une centaine de CRS qui, censés cadrer et éviter les débordements, ont brutalisé les manifestants sans raison apparente, touchant ainsi des femmes et des enfants, et notamment une femme enceinte. Scandalisés, 7 d'entre eux ont entamé une grève de la faim devant la mairie. Donc on est présent aujourd'hui pour manifester notre colère. On nous reproche donc d'avoir des locaux qui ne sont pas adaptés, en tout cas qui ne peuvent pas accueillir du public, alors qu'un document a été déposé auprès de la commission de sécurité. Et cette commission tarde à donner une réponse et c'est préjudiciable. Le seul moyen d'être entendu, citoyens musulmans, c'est d'être nombreux, hélas. Vous savez pourquoi on nous dénigre? Parce que nous sommes nombreux, mais séparés, divisés. Imaginez un parti de 6 millions de musulmans en France. Mais serions-nous écrasés? Derrière cette attaque contre une école, contre un institut islamique, c'est une attaque envers les musulmans. Passons à l'international, les angoisses israéliennes. Le chef d'état-major israélien Benny Gantz a déclaré au quotidien Yediot Aharot que les menaces contre Israël se sont amplifiées depuis les récentes révolutions arabes. Selon Gantz, un nouvel acteur est entré en jeu au Moyen-Orient, la rue. L'armée israélienne devrait tirer les leçons de la dernière commémoration de la Nakba. Le général israélien a signalé que l'armée se préparait à des manifestations en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et tout au long de la frontière. Ceci nécessitera selon lui un budget plus important pour les différents appareils sécuritaires. S'agissant de la flottille de la Liberté 2 qui se prépare à venir au large de la bande de Gaza pour y briser le blocus sioniste, Gantz a dit que l'armée userait de tous les moyens pour empêcher qu'on brise ce blocus qui, selon lui, jouit du soutien du droit international. À l'appui, il cite la position du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a parlé de la légitimité du blocus et de l'illégitimité de tenter de le briser. Continuons avec la crise libyenne.
Bernard-Henri Lévy annonce dans sa revue La règle du jeu se trouver depuis samedi 28 mai à Misrata en Libye, sous prétexte d'apporter à cette ville assiégée par les forces de Kadhafi un message de soutien de plusieurs communes en France. Dans leur message, le maire de Strasbourg, Roland Ries, le maire de Lyon, Gérard Collomb, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, ainsi que la maire de Lille, Martine Aubry, s'engagent déjà à s'impliquer dans la Libye post-Kadhafi. Tandis que BHL, fanvaronne à Misrata, les bombardements de l'OTAN se poursuivent et ont tué de nouveaux civils. Stratégie, la Chine soutient le Pakistan. Après sa visite à Pékin le 18 mai 2011, le Premier ministre pakistanais s'est vu offrir 50 avions de chasse JF-17 pour défendre son pays en cas d'attaque américaine ou indienne. La Chine a officiellement mis en garde les États-Unis sur le fait que toute attaque de Washington contre le Pakistan serait interprétée comme un acte d'agression envers la Chine. Cet avertissement très direct constitue le premier ultimatum stratégique reçu par Washington depuis plus d'un demi-siècle. Le dernier en date fut l'avertissement envoyé par l'URSS lors de la crise de Berlin entre 1958 et 1961. Cette crise diplomatique met en évidence le danger réel de guerre généralisée que représente la montée des tensions entre les États-Unis et le Pakistan. Et ceci depuis l'exécution d'Oussama Ben Laden en territoire pakistanais. Retrouvons quelques brèves avec, pour commencer, la reconnaissance de l'État palestinien. Le consul d'Espagne Alfonso Portablé, en déplacement à Jérusalem, a déclaré qu'avant que les Palestiniens ne s'adressent à l'ONU pour demander la reconnaissance de leur État dans les frontières tracées de 1967, son pays reconnaîtrait l'État palestinien. Il a ajouté que le gouvernement espagnol déploie ses efforts pour inciter les pays européens à reconnaître la Palestine. Retour en France. Oui, où le président Nicolas Sarkozy a annoncé qu'une aide bilatérale d'1 milliard d'euros va être versée par celle-ci. Cette aide contribuera à la transition démocratique en Tunisie et en Égypte. Un mot sur les médias. Des journalistes de géostratégie dénoncent un média mensonger qui manipulerait l'opinion. À Paris, ce samedi 28 mai, une manifestation d'étudiants syriens s'est tenue place du Trocadéro. Les manifestants ont acclamé le président Bachar el-Assad. Cependant, selon une journaliste de l'AFP, les 200 personnes qui se sont rassemblées samedi après-midi sur l'esplanade du Trocadéro à Paris réclamaient des sanctions internationales contre le régime de Bachar el-Assad. Et en ce moment, au Moyen-Orient, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a supprimé les leçons d'histoire et de géographie des matières scolaires enseignées dans les écoles qu'elle administre. Le but étant d'effacer les dernières pages d'histoire de la Palestine afin d'annihiler l'identité palestinienne dans l'esprit d'une jeunesse déjà expatriée. Passons à une anecdote loufoque. En effet, en 2005, la Thaïlande propose aux États-Unis d'acquérir un avion de chasse, le F-16. Le souci, c'est que la Thaïlande est incapable de payer la facture. Alors, celle-ci propose aux diplomates américains d'échanger, tenez-vous bien, quelques 80 000 tonnes de poulets congelés. Le marché est accepté, mais l'accord ne sera jamais concrétisé du fait d'un coup d'État contre le gouvernement de Thaksin Shinawatra. Et toujours aussi saugrenu. Aux États-Unis, un citoyen, Charles B. Imwell, demande 15 000 $ de dommages et intérêts pour une piqûre de rose. Il s'y piquait en achetant un bouquet chez Winn-Dixie et dit avoir été sérieusement infecté. Il affirme que les roses devraient être vendues sans épines, être emballées avec plus de soin et reposer dans une solution antibactérienne pour être stérilisées. Et maintenant, le saviez-vous, être juif en Iran? 25 000 juifs vivent actuellement en Iran, où ils résident depuis près de 3 millénaires. C'est la population juive la plus importante au Moyen-Orient, en dehors de l'État sioniste. Ces citoyens iraniens ne sont ni persécutés ni maltraités par l'État, car la constitution du pays les protège. Les juifs iraniens sont libres de pratiquer leur religion et de voter aux élections. Ils ont un député au Parlement pour défendre leurs droits. Ils ne sont ni arrêtés ni fouillés à des checkpoints et ne sont pas parqués dans un ghetto comme les Palestiniens de Gaza. Les juifs iraniens vivent dans la dignité et jouissent de mêmes avantages que les autres citoyens du pays. Israël est un pays jeune qui a été créé sous l'influence de forces extérieures à la région. Mais l'Iran est un vieux pays avec une histoire millénaire. On ne peut pas les comparer l'un à l'autre. Bien sûr qu'il y a des différences. En Israël, une partie de la population est victime d'homicides et d'intolérance.
Vous parlez des Palestiniens? Oui. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends un juif critiquer Israël. Mais ce n'est pas la première fois. Il va vous falloir changer de point de vue. Plusieurs personnes dans la communauté juive critiquent Israël. Voici ce qu'on trouve sur Wikipédia. Le département d'État américain s'est plaint de discrimination contre les juifs en Iran. Selon son étude, les juifs ne peuvent pas occuper des postes élevés au sein du gouvernement et sont empêchés de siéger dans la magistrature et les services de sécurité et de devenir chefs d'établissement public. Ces allégations formulées par le département d'État américain ont été condamnées par les juifs iraniens. L'association des juifs de Téhéran a déclaré dans un communiqué « Nous, juifs iraniens, condamnons les affirmations du département d'État américain sur les minorités religieuses iraniennes et annonçons que nous sommes totalement libres d'exercer nos devoirs religieux et que nous ne ressentons aucune restriction quant à l'exercice de nos rites. Il y a 6 boucheries cachères, 11 synagogues et de nombreuses écoles hébraïques à Téhéran. Aucun responsable gouvernemental iranien n'a tenté de les fermer. Les médias occidentaux diabolisent le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Ils le traitent d'antisémite et de nouvel Hitler. Mais si ces affirmations sont justes, alors pourquoi la majorité des juifs d'Iran ont-ils voté pour Ahmadinejad aux dernières élections présidentielles? Voici un extrait d'un article paru à la BBC. Le bureau d'Ahmadinejad a récemment donné de l'argent pour un hôpital juif de Téhéran. C'est l'un des 4 seuls hôpitaux caritatifs juifs au monde. Roger Cohen a écrit un essai sur le sujet pour le New York Times où il dit: Je préfère peut-être les faits aux paroles, mais je dis que la réalité de la courtoisie iranienne envers les juifs nous en dit plus sur l'Iran, son raffinement et sa culture, que tous les discours incendiaires. C'est peut-être parce que je suis juif et que j'ai rarement été traité constamment avec autant de chaleur qu'en Iran. Ou peut-être ai-je été impressionné par le fait que la fureur sur ce qui s'est passé à Gaza, affichée sur les murs et claironnée à la télévision iranienne, n'a jamais débordé en insultes ou en violence contre les juifs. Nous sommes en sécurité à 100%, dit ce médecin président de la communauté juive d'Iran. Les autorités protègent nos synagogues et nos lieux saints. C'est comment d'être juif en Iran? Vous devez vous rappeler que les juifs vivent en Iran depuis plus de 30 siècles. Alors ce n'est pas un phénomène exceptionnel. En fait, ce sont souvent les médias qui racontent n'importe quoi. Nous sommes la plus grande communauté juive du Moyen-Orient après Israël, et c'est vrai qu'être une minorité religieuse dans un pays religieux, ça peut poser des problèmes. Mais ce ne sont pas des problèmes majeurs. Il y a des gens qui comparent les conditions des juifs ici à ceux des juifs en Allemagne avant la guerre. On ne peut pas la comparer. Parce qu'en Allemagne, ils devaient faire face à un régime fasciste et raciste. Le système iranien n'est pas un système fasciste. Il y a des conflits entre le gouvernement iranien et Israël, mais cela n'affecte pas la vie des juifs iraniens. Le gouvernement iranien, comme la population du pays, font une distinction claire entre sionisme et judaïsme. Donc les conflits politiques entre le gouvernement iranien et le sionisme n'affectent pas la vie quotidienne des juifs iraniens. J'ai même des amis Hezbollah. Ils portent la barbe. En blaguant, ils m'appellent l'Israélien. Je les appelle les Hezbollah. Puis on rit, mais on est des amis. Certains observateurs de retour de Téhéran font remarquer que les juifs d'Iran sont mieux traités que les musulmans européens. Alors que les pays des libertés religieuses suivent un peu le modèle iranien, par exemple en permettant aux musulmans d'avoir une représentation au Parlement européen. Cette édition est à présent terminée, merci de l'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver pour un futur Passe l'Info spécial reportage. Merci à tous, à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, passez l'info.